Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre 16e épisode, nous rencontrons Sandra Lotte-Fernandez. Elle travaille pour Oxfam France en tant que responsable plaidoyer et campagne, justice de genre. Avec elle, nous allons nous interroger sur la meilleure manière de mettre en œuvre une politique de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Bonjour Sandra Lotte-Fernandez. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous dire ce que vous faites du coup chez Oxfam ? Donc, je suis Sandra Lotte-Fernandez, je suis la responsable des campagnes et du plaidoyer de l'ONG Oxfam France sur les questions d'inégalité de genre. Donc c'est moi qui travaille spécifiquement sur tout le volet campagne et plaidoyer à Oxfam sur les questions de droits des femmes, d'égalité de genre. Les inégalités entre les hommes et les femmes avaient été élues grande cause en 2023. Ça paraît loin aujourd'hui. Quel rôle peut avoir l'État justement pour lutter? C'est vrai, ça étonne souvent les gens de rappeler que l'égalité femmes-hommes est la grande cause des deux quinquennats d'Emmanuel Macron et on attendait beaucoup et c'est peut-être pour ça qu'on est aujourd'hui déçus. L'État a un rôle très important, c'est lui le premier à devoir justement mettre du budget sur la table, prôner des politiques publiques qui accélèrent les efforts en matière de réduction des inégalités, parce que nous, juste le constat qu'on fait, c'est que aujourd'hui, la réduction des inégalités femmes-hommes stagne en France et voire recule dans certaines parties du monde. Donc il y avait des grandes attentes de la part de l'État. Et du coup, Oxfam, on a pu dès 2022 faire l'analyse de ce qui avait été fait par la France. On avait fait le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le rapport s'appelle « Grande cause, petit bilan ». Donc, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir dans l'analyse qu'on a pu tirer. C'est que malgré des grands discours, au final, le gouvernement et la France, à l'échelle nationale, n'a pas fait assez, n'a pas fait des politiques publiques assez ambitieuses pour vraiment accélérer les efforts et pour répondre aux ambitions qui avaient été affichées. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la question des collectivités. Parce qu'en 2022, on écrit un rapport très critique où on explique les insuffisances de l'action nationale. Et on se dit, voilà, on en a aussi un peu marre, nous, en tant qu'ONG, de toujours être négatif. Et ce qui pourrait laisser penser qu'il y a une sorte de fatalité, en fait. Et on s'est dit, on va s'intéresser à l'action des collectivités. Et en se rendant compte qu'il y avait des collectivités qui étaient vraiment en avance par rapport à l'échelle nationale. Et on a pu du coup observer, et c'est pour ça qu'on a écrit le rapport Territoire féministe en 2023, observer des initiatives super pionnières, féministes, très engagées de collectivités territoriales. Et donc voilà, on s'est dit, là, on va mettre en lumière ces actions-là, ces innovations sur le territoire pour documenter, en fait, à l'échelle nationale, les bonnes pratiques et montrer qu'avec de la volonté politique, on peut faire les choses et on peut changer la vie des femmes et accélérer les efforts. Si on scinde en deux, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'État? Qu'est-ce qu'on peut attendre des collectivités? Il y a des questions assez névralgiques de la part de l'État, c'est les budgets. C'est l'argent notamment. Pas que, mais c'est quand même une grosse partie. Et on sait que l'égalité femmes-hommes, qui est la grande cause, le budget du ministère, qui ne représente pas toute l'action, est dérisoire, c'est moins de 100 millions d'euros. Enfin, c'est des sommes qui sont très loin des besoins. Donc d'un point de vue budgétaire, l'égalité n'est pas du tout priorisée. Et même l'ensemble de l'enveloppe de l'action de la France en faveur de l'égalité, c'est 1% du budget de l'État. Enfin, c'est des sommes dérisoires. Donc il y a déjà le cœur, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, l'État n'investit pas assez sur les questions d'égalité femmes-hommes. L'égalité risque d'être ne risque pas, et une victime collatérale, un dommage collatéral de la crise politique où on n'en parle plus du tout. C'est plus du tout à l'agenda. La France avait lancé en 2023 le service public de la petite enfance. Service public de la petite enfance, qui est une des mesures clés pour lutter contre les inégalités femmes-hommes aujourd'hui. Parce qu'un enfant sur deux n'a pas de solution de garde. Qui arrête de travailler ou passe à temps partiel pour s'occuper des enfants, c'est les femmes. Donc c'est des mesures vraiment essentielles, structurelles, pour réduire les inégalités. Et c'est lancé par Elisabeth Borne en 2023.
Enfin, aujourd'hui, les budgets et créer un service public de la petite enfance, c'est des milliards qui doivent être mis sur la table, hein, créer des places de crèche, etc. On a donné la compétence aux collectivités, aux mairies et au bloc communal, mais derrière les budgets sont pas du tout alloués et pas. Enfin, la réforme est comme si c'était stoppée en fait. Et voilà, c'est d'autres réformes comme ça, le congé de naissance. Là aussi, c'est une des réformes structurelles importantes parce que les femmes s'absentent plus longtemps des entreprises. C'est voilà une des donc le risque maternité, on embauche moins les femmes ont moins d'évolution de carrière. Voilà, et là aussi, on avait eu des annonces du président, de la ministre des droits des femmes. Derrière, là, on n'est pas du tout. Nous qui suivons l'action publique, on n'a pas de nouvelles de ce congé de naissance qui devait être réformé. Voilà, il y a des mesures très importantes qui étaient attendues, après il y a une crise institutionnelle en cours, hein, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les gros dossiers de l'égalité femmes-hommes ont été dépriorisés. Et en plus, avec des politiques austéritaires, on sait que c'est toujours ces politiques-là qui sont sacrifiées. De l'autre côté, les collectivités, vous disiez, vous attendez beaucoup d'elles. En même temps, vous avez observé des choses qui se passent bien sur certains territoires. C'est quoi leur levier pour ces collectivités? On a pu voir des collectivités qui se sont vraiment engagées dans une démarche volontariste en matière d'égalité femmes-hommes sur différents pans des politiques publiques. On a pu voir des collectivités qui ont essayé de mettre en place ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, mais de la budgétisation sensible au genre. Ça veut dire scruter son budget de sa mairie à l'aune de l'égalité. Ça peut paraître révolutionnaire, c'est prôné depuis une vingtaine d'années par les Nations Unies. C'est de se dire en fait que aucune politique publique et aucun budget n'est neutre, tout est des choix politiques, et ne pas se poser la question de l'impact des financements, enfin l'impact différencié entre les femmes et les hommes, c'est en fait être aveugle au genre et parfois, sans le vouloir, inconsciemment, avec un budget, on va aggraver ou perpétuer des inégalités. Nous, c'est un peu notre dada Oxfam. On trouve que cette budgétisation sensible au genre, c'est vraiment un outil essentiel pour s'engager dans une démarche égalitaire à l'échelle des collectivités. C'est aller regarder, il y a des villes comme Bordeaux, ils sont allés regarder dans leurs musées. Et leurs musées, ils sont allés regarder les œuvres d'art, est-ce que c'est des femmes ou des hommes? Quand on investit, quand on achète des nouvelles œuvres, est-ce qu'on achète surtout des œuvres féminines ou masculines? Bon, à chaque fois, c'est des œuvres, c'est en grande majorité des œuvres masculines. Quand on fait venir des intervenants extérieurs, combien on rémunère l'intervenante femme, l'intervenant masculin? Voilà, donc des collectivités qui sont essayées même, vraiment qui ont essayé de scruter et de décortiquer l'ensemble de leur financement avec une lecture genrée. Et ce qui est super intéressant, enfin, c'est vraiment quand on commence à se poser des questions, là, on quantifie, on objective en fait les inégalités, et ce qui permet après d'ajuster les politiques publiques. Il y a plein d'outils qui ont aujourd'hui été développés, et c'est ce qu'on a voulu vraiment montrer dans Territoire féministe, et qu'aujourd'hui il y a des collectivités qui se sont engagées, qui ont commencé, qui ont expérimenté et qui ont innové sur ces questions, et ça doit vraiment inspirer. Et c'est ce qu'on veut, nous, en fait, en amont d'élections municipales, vont être quand même c'est des grosses élections à l'échelle locale, essayer de porter des recommandations. À travers l'étude de ce qu'on a pu observer, on a formulé des recommandations à l'attention des candidats au municipal pour que l'égalité femmes-hommes soit une vraie priorité de l'action locale. Justement, j'allais parler des élections. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'arriver sur les territoires, de parler de ce sujet-là? On sait que les élus locaux sont majoritairement masculins en plus. Est-ce que vous y arrivez? Quel retour vous avez? Est-ce que vous pensez que ça peut être une thématique de campagne qui soit à la fois visible et en même temps payante, entre guillemets, pour les élus? On l'espère. Aujourd'hui, on n'a pas non plus des portes complètement fermées, mais nous, ce dont on a peur, c'est aussi du saupoudrage, un peu comme ce que fait le gouvernement. Ça veut dire oui, on fait des choses le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, mais voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être plus sérieux que ça. Et il y a des collectivités qui sont allées beaucoup plus loin sur différentes choses. Quand vous travaillez avec l'État ou avec les collectivités, quels conseils vous leur donnez pour aller vers certains publics qui sont pas toujours faciles à toucher parce que ils sont parfois déconnectés? Nous, les élus nous le disent. Parce que quand on fait des événements, on a certains qu'on ne voit jamais. En fait, quels conseils vous leur donnez pour avancer sur cette thématique-là avec des publics parfois qu'on ne voit pas dans les réunions publiques?
Ça me fait penser à votre question, à la question des familles monoparentales. Il y a tellement de collectifs aujourd'hui de femmes, de mamans solo qui se battent justement pour leurs droits, mais c'est typiquement, il faut des politiques qui répondent à des questions sociales très fortes. Aujourd'hui, par exemple, les familles monoparentales, c'est le cœur de la pauvreté en France. C'est des femmes, en grande majorité, des femmes à la tête de familles avec 1, 2, 3 enfants et dont un tiers vivent sous le seuil de pauvreté. Donc on parle vraiment des plus éloignés en fait des droits et qui sont vraiment dans des situations de grande vulnérabilité. Et là aussi, il y a des collectivités qui sont allées qui ont vraiment mis en place des choses assez innovantes. Je pense par exemple à la ville de Ris-Orangis, qui est la première ville française à avoir créé un statut municipal de famille monoparentale, qui ouvre un certain nombre de droits en termes de loisirs, des choses qui sont à l'échelle des collectivités, les compétences d'une mairie, quoi. L'accès à la culture, au transport, à la santé, ce genre de choses, avec vraiment des droits spécifiques pour ces familles-là, avec des tarifs spécifiques, etc. Il ne faut pas être timide et il ne faut pas manquer d'ambition, parce que les inégalités, c'est pas une fatalité, le changement climatique, c'est pas une fatalité, et ça demande des réponses politiques ambitieuses. Merci, Sandra Lotte-Fernandez. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode de notre podcast. Retrouvez des liens pour aller plus loin dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.